Voilà, il est encore temps pour moi de vous présenter tous mes vœux pour la nouvelle année dans ce monde de brutes et de trumpistes. J'espère que tout se passera bien, mais on tend un peu le dos. Merci à vous également, bonne année. Merci. Donc cette conférence se situe toujours dans le cycle de la lecture contemporaine des figures mythiques, avec aujourd'hui donc la figure de Casanova, avec une analyse donc de la fin de cette figure du séducteur en la personne donc de Casanova. Le personnage historique de Giacomo Casanova n'est rien à l'origine. Il dit lui-même qu'il est un homme sans conséquence. Il n'a pas de nom, c'est un roturier. Il est né à Venise en 1725 et il meurt à Dux en Bohême en 1798. Il est devenu aujourd'hui une figure mythique qui fascine l'imaginaire collectif. C'est le mythe de l'aventurier, séducteur, surtout rival de Don Juan. Comme Don Juan, il est dans le cas où son nom propre est devenu un nom commun. On dit un Casanova, comme on dit un Don Juan. C'est la douce figure rhétorique de l'antonomase. Un nom propre devient un nom commun. Et donc c'est le signe de l'entrée dans l'imaginaire collectif. Il n'était pas un mythe de son vivant, c'est une petite légende. C'est un homme à femme qu'on connaît dans l'Europe, qu'on connaît aussi comme joueur, comme aventurier, mais ça n'est pas encore une figure mythique. Il devient figure mythique après sa mort, véritablement. Donc il devient un mythe donc, après sa mort, lorsque sont publiées ses mémoires qu'il écrit durant sa vieillesse. Il est, à la fin de sa vie, retiré au château de Dux, en Bohême. Il est le bibliothécaire du comte de Waldstein et il écrit là ses mémoires pour se remémorer la vie de plaisir qui a été la sienne. Il la revit en écrivant. C'est le sens de sa vieillesse qu'il donne à sa vieillesse, revivre donc cette vie de plaisir, de bonheur, de gaieté qui a été précédemment donc la sienne. Il construit donc son propre mythe dans ses mémoires intitulé « Histoire de ma vie », tout simplement, et ce mythe va ensuite diffuser donc dans l'ensemble de l'Europe et il est devenu aujourd'hui un mythe quasiment mondial. L'histoire de la publication de ces mémoires suffirait à faire une conférence en soi, dans la mesure où ces mémoires, d'abord écrits en français par Casanova, qui parle très bien le français, sont d'abord publiés dans une traduction allemande en 1821-28, et puis ensuite paraît une édition française quelques années plus tard, en 1826-38, mais c'est une édition qui est coupée, corrigée, amendée, édulcorée, qui fausse totalement donc la véritable nature de ces mémoires de Casanova, en évacuant l'homosexualité, en évacuant le goût des petites filles de 13 ans, en évacuant l'inceste que l'on trouve dans les mémoires de Casanova, en évacuant aussi les figures de style ou les expressions un peu trop crues sur le plan sexuel. La véritable édition des mémoires de Casanova paraîtra très tard en France. Il faut attendre 1960-62 pour voir paraître donc cette version intégrale des mémoires, 3500 pages. Le mythe de Casanova se répand donc ensuite, et pour ce qui concerne l'époque moderne,
il atteint dans les années post-68 une sorte de sommet dans la mesure où l'esprit 68 porte au nu donc ce séducteur qu'a été Casanova, cet homme libéré qu'a été Casanova. L'exemple en est donné par Philippe Solers qui publie en 1998 un livre intitulé Casanova l'admirable, le titre étant lui-même parlant. Et il fait l'apologie donc de ce personnage de Casanova. Il loue sa philosophie de l'existence, de plaisir, de joie, d'appétit de vivre. Solers se raconte dans ce livre un dîner à l'Élysée en compagnie de Mitterrand qui vient d'être réélu, qui est malade, mais la nouvelle de sa maladie n'a pas encore été répandue. Il est en train de lire « Histoire de ma vie » de Casanova. Et Mitterrand interroge les invités de ce dîner en leur demandant ce qu'ils pensent de ces mémoires de Casanova. Il y a là un poète mexicain très connu, Octavio Paz, qui n'aime pas Casanova, qui répond à Mitterrand que pour lui, il manque de profondeur, qu'il manque de sens du tragique. Et Mitterrand lui répond « Vous croyez ? Ce sens de l'instant, cette frénésie de vivre, vous croyez vraiment ?» Et Solers donne raison donc à Mitterrand qui voit chez ce personnage de Casanova une profondeur, une philosophie de l'existence, un appétit de l'instant, un appétit de vivre, et il loue donc ce personnage de Casanova. À la sortie du livre, est publié dans le Nouvel Obs, le 5 novembre 1998, une petite chronique de Françoise Giroud, dont le titre est « Admirable Casanova », point d'interrogation, et vous pouvez trouver en ligne l'ensemble de l'article qui est savoureux. Ça commence ainsi. « Mais quelle est donc cette fascination que Casanova exerce sur l'esprit des hommes, et depuis si longtemps, et tout autour du monde, comme s'il condensait un rêve, être le champion du monde des amants ?» Et Françoise Giroud conteste les performances prêtées, l'éloge des performances prêtées à Casanova, 100 ou 120 femmes. C'est pas si extraordinaire, dit Françoise Giroud. Elle conteste les éloges de son mode d'existence, cette insolente liberté qu'on lui prête, ce désir puissant qui est le sien, cette espèce de désinvolture de l'existence, ce bonheur de vivre, cette absence totale de culpabilité et de carcan moral qu'il y a chez Casanova. Et elle critique surtout l'oubli du point de vue des femmes séduites par Casanova, considérées par lui comme forcément heureuses d'avoir rencontré un tel homme. Et elle se réjouit que 2 femmes lui en aient fait baver vraiment de manière très puissante. La dénommée Henriette, dont il dit que c'est la seule femme qu'il a aimée, et elle l'a abandonnée, et donc il en a été très malheureux. Et pire encore, la Charpillon, une Française belle pute de Londres, c'est une prostituée de 17 ans, qui, bien que française, donc opère à Londres, et Françoise Giroud dit qu'elle lui a fait payer une note salée en se refusant obstinément à lui. Il a tout essayé, l'argent, la violence, la tendresse, etc. Rien n'a réussi, et Casanova donc a été au bord du suicide donc pour cette prostituée. Ça marque une espèce de pivot de l'existence de séducteur de Casanova. Il va quitter l'Angleterre dans un état pitoyable et sa vie bascule à partir de cet échec avec la Charpillon, ce qui réjouit Françoise Giroud. Celle-là l'a brisé, cassé, rompu, humilié, vieilli de 10 ans. Il ne s'en est jamais remis. Et Françoise Giroud termine de cette manière. Qu'on me comprenne bien, Casanova est un personnage étincelant, un aventurier prestigieux, une figure divertissante, un excellent écrivain. Simplement, il ne connaît ni le bien ni le mal.
Alors, si vous croisez sa postérité en habit rose ou en blouson de cuir, gare fillette, Solers est un farceur. Donc elle conteste totalement donc, cette admiration unanime pour ce personnage. Cette remise en cause faite par Françoise Giroud du personnage mythique de Casanova, que l'on comprend donc dans le mouvement, l'expansion des mouvements féministes des dernières décennies du XXe siècle, s'était déjà manifesté bien avant, en 1918, avec la publication de ce livre « Le retour de Casanova », roman ou nouvelle, on trouve les deux dénominations, d'Arthur Schnitzler, qui est une espèce de mise à mort encore douce, du personnage de Casanova. Le roman a été adapté par Edward Niermans. Vous pouvez trouver l'adaptation cinématographique en ligne. Bon, je ne vous la recommande pas, c'est un beau navet où Alain Delon s'est complètement égaré avec la chanteuse Elsa. C'est vraiment très très médiocre. Heureusement, il y a une mise en cause beaucoup plus intéressante, mais là beaucoup plus féroce et radicale que celle opérée par Arthur Schnitzler. C'est le film de Fellini, le Casanova de Fellini, dont je vous montrerai à la fin de cette séance donc un extrait qui là est une mise à mort vraiment forcenée de ce personnage mythique que Fellini détestait, que ce personnage dégoûtait totalement et qui donne lieu donc à ce film tout à fait extraordinaire. Donc ce qui nous occupe, c'est le roman d'Arthur Schnitzler, qui est un écrivain autrichien 1862-1931. Il appartient à la génération des écrivains autrichiens de la fin de l'Empire austro-hongrois. L'Empire s'écroule en 1918, précisément à la fin de la guerre. Donc il fait partie de cette génération, Hofmannsthal, Zweig, Joseph Roth, etc., des écrivains majeurs, très admiré de Freud, qui disait que c'était son double, que c'était une sorte d'illustration de ses théories, et que même Schnitzler lui fournissait des idées donc pour sa théorie. Il a publié en particulier donc Le Retour de Casanova, une autre nouvelle célèbre qui s'appelle Mademoiselle Else, en 1924. Il a publié aussi des pièces de théâtre, publiées comme La Ronde en particulier, des essais, un journal. C'est un écrivain qui est très insuffisamment connu en France et qui est vraiment un écrivain majeur. Il lit les mémoires de Casanova en 1914-1916 et il est fasciné par ce personnage qu'il va évoquer aussi dans une pièce de théâtre l'année suivante, en 1919, qui s'appelle « Les Sœurs ou Casanova à Spa ». Il met en scène, donc, dans ce roman, l'épisode du retour de Casanova, qui n'est pas raconté dans les mémoires de Casanova, puisque dans ses mémoires, Casanova s'arrête en 1774, au moment où il reçoit la nouvelle du Conseil des 10 qui gouverne Venise, qu'il est autorisé à rentrer à Venise comme il l'espérait et le demandait depuis 10 ans. Et donc le récit de Schnitzler ne se réfère pas, donc, puisqu'il n'existe pas, à ce récit dans les mémoires de Casanova. Schnitzler revendique d'ailleurs la fiction, si ce retour a bien eu lieu, mais il n'est pas raconté, donc ça donne la liberté à Schnitzler de le faire comme il l'entend. Schnitzler, dans une petite note qui précède le livre, explique qu'il ne fait pas un roman historique, ça n'est pas la vérité factuelle du personnage de Casanova, mais il respecte la vérité d'esprit du personnage de Casanova. C'est-à-dire que à peu près tout ce que dit Schnitzler est vrai concernant Casanova, simplement les faits ne sont pas les mêmes. Par exemple, il va présenter Casanova à Mantoue au moment où il reçoit la nouvelle
qu'il peut rentrer à Venise, alors que dans la réalité, il se trouvait à Trieste. Dans la réalité, Casanova met 2 mois pour rentrer à Venise. Chez Schnitzler, il met 2 jours et 2 nuits. Donc voilà, mais la vérité fondamentale du personnage reste donc présente dans le texte. Et en particulier, ce qui va fonder la nouvelle de Schnitzler, c'est l'affrontement de Casanova avec la vieillesse. C'est la vieillesse qui détruit le mythe du séducteur. Il se trouve confronté à cela, et cette vieillesse, elle est omniprésente dans le texte des mémoires de Casanova. Dès l'âge de 36 ans, Casanova est hanté par la vieillesse qu'il voit comme démolissant son personnage de séducteur. Et donc il se plaint continuellement de cette vieillesse donc dans ses mémoires. Et donc la présence, l'omniprésence de ce thème chez Schnitzler est tout à fait corroborée par les mémoires donc de Casanova. Alors, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est comment, dans ce texte, Schnitzler donc démonte ce personnage du séducteur de Casanova, personnage du séducteur, de l'aventurier, mais aussi de l'écrivain. Ce qu'on oublie très souvent dans le mythe de Casanova, c'est que, et ça aussi c'est présent constamment dans les mémoires de Casanova, il veut écrire et gagner la postérité en étant écrivain, peut-être plus encore que d'être séducteur. Il veut rivaliser en littérature avec les plus grands de la littérature, et chez Schnitzler, cela se passe par le fait que Schnitzler lui prête l'écriture d'un pamphlet contre Voltaire. Il veut montrer chez Schnitzler que Voltaire, qui est le monument du XVIIIe siècle, c'est un petit écrivaillon contre lequel il peut faire un pamphlet par lequel il va gagner la postérité. Donc c'est ce mythe-là que Schnitzler va essayer de faire exploser donc dans son livre. Et donc je vous montrerai ensuite comment Fellini, lui aussi, est tout à fait conscient de ces 3 perspectives du personnage, et il les démonte de manière encore beaucoup plus violente que ne le fait Schnitzler. Donc ce qu'analyse Schnitzler, c'est la crise existentielle de la vieillesse chez le séducteur, ce que montre la phrase incipit du livre, toute simple: Casanova avait 52 ans. Donc 52 ans, la barrière, l'âge de Casanova est faux, dans la mesure où, comme on est en 1774, Casanova, personnage historique, a à cette époque-là 49 ans, Schnitzler lui en donne 52, il le fait basculer de l'autre côté du seuil de la cinquantaine, là vraiment on est vieux, quoi. Et donc il accentue cette dimension de la vieillesse chez Casanova. Cela lui permet également de donner à ce Casanova fictif le même âge que lui au moment où il écrit le texte. Lui aussi est tourmenté par la vieillesse, il a des problèmes conjugaux, etc. Et donc cela lui permet de poser ses propres problèmes à travers le personnage donc de Casanova. Donc l'âge est absolument essentiel donc dans le texte, et cela correspond à la vérité historique donc de ce personnage de Casanova. La vieillesse fait entrer Casanova dans l'époque de l'obsession du désir de retour. Le désir de retour dans sa ville natale, Venise, ce qui est naturellement contraire à la nature de l'aventurier séducteur qu'il était, celui qui traverse toute l'Europe, qui passe de ville en ville et de femme en femme à travers toute l'Europe, celui qui ne rêve que de partir, devient brusquement celui qui rêve de revenir dans sa ville. Il est atteint par la nostalgie, la souffrance du retour au sens étymologique de nostalgie.
de retour dans cette ville où il a été emprisonné pendant 15 mois dans la fameuse prison des Plombs pour son libertinage quand il était jeune et pour atteinte à la religion. Et donc il a été emprisonné 15 mois. Il s'est évadé de cette prison de manière extrêmement spectaculaire et donc il est depuis en fuite. Et donc il a dû obtenir maintenant du Conseil des 10 l'autorisation de revenir à Venise. Et donc c'est un personnage qui, par cette nostalgie, renie ce qui donne son énergie au séducteur et à l'aventurier, c'est-à-dire cette vie de discontinuité, de rupture permanente, de passage. On ne s'arrête pas, on passe continuellement d'une ville à l'autre et d'une femme à l'autre. Et Casanova, donc, lui, ne rêve désormais que de revenir, tant il est atteint par cette vieillesse depuis qu'il est revenu de Londres et qu'il a subi donc cet échec avec la fameuse Charpillon. Dans la pièce de théâtre que Schnitzler écrit également sur Casanova, Les Sœurs ou Casanova à Spa, son Casanova a à cette époque-là 32 ans. Et donc il est jeune encore, et dans cette pièce de théâtre, il fait dire à son Casanova « Partir, pour l'âme, un éternel appel ». Donc son Casanova de 32 ans, il ne rêve que de partir, parce que celui qui part, c'est celui qui est dans l'énergie de vivre. Saint John Perse, Muriel, dit « partir, parole de vivant ». Et Casanova, donc, lui, rêve de rentrer. Donc on voit à ce simple fait qu'il a vieilli, qu'il est atteint par cette vieillesse donc, qui s'abat sur lui, vieillesse donc relative du point de vue d'aujourd'hui. Il n'a même pas 50 ans encore, ou 52 ans dans la fiction de Schnitzler, mais pour l'époque, donc, c'est naturellement déjà une vieillesse. Et pour cela, il doit payer un prix fort, puisque comme il a été exilé, il doit naturellement faire allégeance au Conseil des 10, promettre au Conseil des 10 de devenir un espion à sa solde, se renier en tant qu'aventurier de l'esprit subversif, etc. Donc il y a un prix très fort à payer pour rentrer, et pourtant il le fait. Et donc on voit ce basculement du personnage de Casanova, à partir de cette vieillesse qui s'abat sur lui. Première lecture de Mélina, c'est le début du livre où Schnitzler évoque l'état de Casanova qui se trouve à Mantoue, donc on est en 1774, il est là et il attend la nouvelle venant de Venise, lui annonçant s'il peut rentrer enfin, comme il l'espère depuis 10 ans, dans sa ville bien-aimée, dans sa Venise donc natale. Casanova avait 52 ans. Depuis longtemps déjà, ce n'était plus, comme en sa jeunesse, le goût des aventures qui le poussait à travers le monde, mais plutôt la menace de la vieillesse imminente. Aussi sentait-il croître en son âme nostalgique un désir de revoir sa Venise natale. Si fort que, tel un oiseau qui des hauteurs de l'air descend peu à peu pour mourir, il décrivait autour d'elle des cercles qui allaient se rétrécissant. Souvent déjà, dans ces 10 dernières années d'exil, il avait fait des tentatives auprès du Grand Conseil pour obtenir son rappel. Mais si jadis, en composant ses requêtes où il était passé maître, l'indépendance et l'obstination, souvent une sorte de satisfaction rageuse, avaient conduit sa plume, depuis quelque temps, ces phrases, qui suppliaient presque humblement, semblaient trahir un désir douloureux, un repentir sincère et de plus en plus évident.
Il croyait pouvoir d'autant plus compter sur le pardon que les fautes de ses jeunes années commençaient peu à peu à s'effacer dans l'oubli. Parmi elles, d'ailleurs, ce n'était pas son indiscipline, son amour du gain et ses fourberies, en général du genre joyeux, mais bien son incrédulité, qui était aux yeux du Conseil des 10 la plus impardonnable. Et puis, l'histoire de sa prodigieuse évasion des plans de Venise, dont il avait tant de fois régalé cours et châteaux, tables bourgeoises et mauvais lieux, commençait à faire rentrer dans l'ombre toutes les autres aventures fâcheuses dont s'auréolait son nom. Tout récemment, dans les lettres reçues à Mantoue, où il résidait depuis 2 mois, des personnages considérables avaient donné à l'aventurier, dont l'éclat extérieur ou intérieur allait se ternissant lentement, l'espoir que son sort serait bientôt fixé et de façon favorable. Comme ses ressources financières étaient fort peu brillantes, Casanova avait décidé d'attendre l'arrivée de sa lettre de grâce dans l'auberge modeste, mais convenable, où il avait déjà séjourné en des temps plus heureux. Il y employait son temps, sans parler de distractions moins intellectuelles, auxquelles il n'était pas encore capable de renoncer entièrement, à composer un pamphlet contre Voltaire le blasphémateur. Il pensait bien, en le publiant à Venise, aussitôt après son retour, y consolider de façon définitive sa situation et son crédit auprès des gens bien pensants. Un matin qu'il se promenait dans les environs de la ville et qu'il s'appliquait à arrondir une phrase destinée à anéantir le français impie, brusquement il se sentit envahi d'un malaise pénible, extraordinaire, presque physique. Cette vie qu'il menait depuis 3 mois et à laquelle il s'habituait fâcheusement, les promenades matinales hors des portes, dans la campagne, les petites soirées de jeu chez le soi-disant baron Perotti et sa maîtresse au visage grêlé par la petite vérole, les tendresses de son hôtesse, toujours ardente, encore que plus toute jeune, et même l'étude des œuvres de Voltaire et la rédaction de sa riposte hardie, et jusque-là à ce qui lui semblait assez réussi, tout cela, dans la molle, la trop douce atmosphère de cette matinée, on était à la fin de l'été, lui parut à la fois dénué de sens et odieux. Alors, lorsqu'on est en crise, comme le Casanova décrit donc dans ce début, il y a un moyen d'essayer d'en sortir, c'est de faire revivre ce qu'on a été dans le passé, au moins par bribes. Et c'est ce que fait Casanova. Casanova essaie de se raccrocher à ce qu'il a été pour sortir donc de cette crise dans le présent. Il séduit encore les femmes. Il est l'amant de l'aubergiste de l'auberge où il réside. Il a été l'amant dans le passé d'Amélie, la femme d'Olivo, cet homme chez lequel il va passer 2 jours et 2 nuits, cette Amélie dont il a été l'amant 15 ans avant, et qui n'espère qu'une chose, c'est passer une nouvelle nuit avec lui. Et donc, il est encore force d'attraction, ce Casanova. Il raconte également dans ce début comment une jeune paysanne qui passait dans une carriole lui a jeté des regards aguicheurs. Et donc, c'est encore un homme qui n'est pas à sa fin, qui séduit encore d'une certaine manière. Il est capable de saisir les opportunités, ce qui est le propre de l'aventurier, saisir le kairos, l'occasion favorable. Et donc, dans un premier temps, il refuse la proposition que lui fait Olivo de venir passer 2 jours et 2 nuits chez lui, mais lorsqu'il lui révèle qu'elle a sa nièce et que cette nièce est non seulement jeune, belle, mais qu'elle est savante, elle a fait des études de mathématiques, de philosophie,
immédiatement, Casanova change d'avis, il saute sur l'occasion, donc c'est le propre même de l'aventurier séducteur de saisir donc cette occasion. Casanova est également celui qui sait se mettre en scène et mettre en scène le personnage que tout le monde a plus ou moins connu de lui dans le passé, cet aventurier séducteur dont la petite réputation l'accompagne un petit peu partout, eh bien, il sait la faire mousser. Lors des repas chez Oliveau, il se met en scène, c'est un discoureur extraordinaire, c'est un homme de la parole, un performeur de la parole, et donc il raconte son passé, et en particulier son évasion de la prison des Plombs de Venise, qui est son tube. Il dit lui-même qu'il l'a raconté 1000 fois aux quatre coins de l'Europe, donc c'est par ce récit qu'il séduit absolument tout le monde en se montrant personnage extraordinaire d'aventurier, simplement par sa parole. Il embellit, il ment, il change les dates, etc. Il se met donc en scène en homme de théâtre qu'il sait être donc lorsque il est pressé par les circonstances. Il revendique également d'être écrivain. Vous avez vu dans le passage qui vient d'être lu qu'il songe donc à une phrase en se promenant contre Voltaire. Donc son obsession, c'est d'écrire ce pamphlet contre Voltaire, parce qu'il a besoin de ce pamphlet pour montrer qu'il a changé, que désormais ça n'est plus le subversif qu'il a été, mais puisqu'il veut rentrer à Venise, il faut qu'il se montre donc homme rangé désormais, et donc il est prêt à écrire ce pamphlet contre Voltaire, par lequel il espère arriver donc à la mémoire de la postérité. Donc c'est un personnage qui a quelques bribes encore auxquelles il peut se raccrocher, quelques bribes du mythe qu'il a été, qu'il peut exploiter. Malgré tout, ce qui domine chez lui, c'est la conscience de son déclin, la crise existentielle qui est la sienne et qu'il envisage de manière lucide. Il ne cherche pas à se voiler la face à cette vieillesse qu'il ressent en lui. Il l'affronte donc de manière directe, et même on peut dire qu'il est obsédé, il est rongé par ça de manière qui semble d'une certaine façon pathologique. Il y a là une analyse un peu à la Freud chez Schnitzler de ce personnage rongé par le tourment, obsédé par cette vieillesse qui, même si elle arrive, est ressentie par lui de manière excessive par rapport à la réalité. Et donc il évoque son déclin physique. Il y a dans le texte des autoportraits dans lesquels Casanova souligne donc tous les effets néfastes de la vieillesse, la patte d'oie, les rides, tout ce qui l'affecte physiquement. Donc il y a des scènes de Casanova au miroir qui montrent donc qu'il est conscient donc de cette dégradation physique qui est la sienne. Il n'y en a qu'une qui apparemment ne le voit pas, c'est son ancienne amante Amélie qui lui dit « Je te vois tel que tu étais autrefois ». Et Casanova lui répond « Mais regarde-moi donc Amélie, les rides sur mon front, des plis à mon cou, et cette patte d'oie là, des yeux jusqu'aux tempes. Et là, oui, là, au fond, il me manque une dent. » Et il ouvrit la bouche en ricanant. Donc, on voit ce personnage donc tourmenté donc par ce déclin physique, déclin intellectuel de cet homme qui a été subversif, qui a été un libre penseur, qui défendait l'occultisme, la magie, qui a été expulsé, qui a été emprisonné d'abord et ensuite expulsé de Venise à cause de sa dimension libertine et de ses idées anti-religieuses. Le voilà devenu
homme d'ordre qui déteste donc les subversifs, etc. On ne sait trop si c'est vrai ou si c'est par intérêt, parce qu'il veut rentrer à Venise, c'est l'image qu'il doit désormais donner. C'est ce qu'il veut en tout cas montrer dans son pamphlet. Il veut montrer que Voltaire donc est un esprit absolument subversif et qu'il faut au contraire donc plaider pour l'ordre, pour la société, pour les bonnes valeurs de la société, tout ce qu'il détestait donc précédemment. Donc un reniement intellectuel qui est donc le sien. Déclin social, c'est un Casanova dégradé sur le plan social, fauché, plus d'argent, il habite dans une auberge misérable, lui qui a connu les cours d'Europe, il a vécu dans toutes les cours d'Europe à peu près, le voilà dans cette auberge minable, il est prisonnier ensuite quand il accepte de se rendre chez Olivo d'une espèce de château qu'Olivo a acheté à un noble ruiné. Ce château est délabré à l'extérieur. À l'intérieur, c'est un confort bourgeois, mais on est loin du luxe connu précédemment par Casanova. Sa situation financière est mauvaise. Il attend de l'argent du Conseil des 10 pour pouvoir rentrer. Il n'a plus l'argent pour voyager. Il vit dans une petite société provinciale autour de Mantoue, lui qui a vécu dans les grandes cours d'Europe, et c'est une petite société absolument ridicule, petite humanité véritablement disgraciée. Olivo, donc le propriétaire du château, c'est une sorte d'anti-Casanova. Il a de l'embonpoint, il a la démarche lourde, il transpire au moindre effort. Sa femme dit qu'avec lui, le plaisir a été remplacé par le devoir conjugal. Donc une espèce d'anti-Don Juan, donc chez lequel vit donc Casanova. Et ce personnage d'Olivo, donc a 3 filles avec Amélie, donc c'est un personnage qui représente l'ordre provincial, l'ordre bourgeois, tout ce que Casanova précédemment donc détestait bien sûr. Toute la petite compagnie qui gravite autour d'Olivo est à l'avenant. Il y a là un abbé qui distribue des sucreries aux filles d'Olivo et dont les gestes donc frisent l'attouchement sexuel. Il y a 2 frères, les frères Ricardi, qui sont des ancêtres des Dupontet et Dupondé d'Hergé. Ce sont des célibataires ruinés, débiles, qui sont des espèces de fantoches et de pantins. Il y a là le marquis Celsi et son épouse, qui est un couple abominable, qui se hait. Lui, c'est un vieux libertin complètement décavé, et elle, c'est une vieille coquette au déhanchement obscène et ridicule. Donc c'est une petite société donc absolument minable dans laquelle Casanova se retrouve coincé donc pendant 2 jours et 2 nuits dans une sorte de huis clos. Dans cette petite société, la lubricité a remplacé l'amour, et quand il joue, ce qui est l'autre grande activité des cours aristocratiques, eh bien, il joue petit. Les frères Ricardi qui jouent petit pleurent quand ils perdent de l'argent au jeu, donc sont des minables, quoi. C'est une petite société qui n'est pas à la hauteur de ce qu'a connu Casanova précédemment. Deuxième lecture, c'est la remontée de Casanova dans sa chambre après qu'il a découvert la liaison de Marcolina, qui est l'objet de désir qu'il a attiré donc chez Olivo. Eh bien, il remonte dans sa chambre et il prend conscience donc de cette crise existentielle qui est la sienne, ce déclin donc qui est le sien devant cet objet de désir extraordinaire qu'est Marcolina. Il se retrouva bientôt devant la porte de la salle à manger qu'il avait laissée ouverte et songea qu'il ne lui restait plus qu'une chose à faire, remonter dans sa tour sans se faire voir ni entendre.
Il y grimpa donc avec toutes les précautions possibles et, arrivé dans sa chambre, se laissa tomber sur la chaise devant la table, où les feuillets de son manuscrit semblaient attendre son retour. Machinalement, il jeta les yeux sur la dernière phrase qu'il avait laissée inachevée et il lut. « Voltaire sera immortel, certes, mais il aura payé cette immortalité de son âme immortelle. L'ironie a consumé son cœur comme le doute son âme, et ainsi, à ce moment, les rayons rougeâtres du soleil matinal pénétrèrent dans la pièce, si bien que le feuillet qu'il tenait à la main se mit à flamboyer. Vaincu, brisé, il le reposa sur les autres. Brusquement, il se sentit les lèvres sèches et se versa un verre d'eau. Elle était tiède et douceâtre. Dégoûté, il tourna la tête. Du miroir accroché au mur, au-dessus de la commode, le regardait un vieux visage blême, aux cheveux en désordre et qui pendaient sur le front. Se complaisant à se torturer lui-même, il laissa tomber les coins de sa bouche, comme s'il s'agissait de jouer sur la scène un rôle imbécile. Se passa les mains dans les cheveux pour les ébouriffer encore plus, tira la langue à son image, se lança à lui-même, d'une voix enrouée à dessein, une série d'injures niaises. Et pour finir, comme un enfant mal élevé, jeta à terre les feuilles de son manuscrit. Puis il se remit à outrager Marcolina. Et après l'avoir accablé des noms les plus orduriers, il siffla entre ses dents. « Est-ce que tu te figures que le plaisir dure longtemps ? Tu grossiras et tu deviendras une vieille toute ridée, comme les autres femmes qui auront été jeunes avec toi. Une vieille au sein flasque, aux cheveux gris et secs, édentée et malodorante. Et finalement, tu mourras et tu pourriras en proie au ver. Pour tirer d'elle une dernière vengeance, il chercha à se la représenter morte. Il la voyait, vêtue de blanc, dans son cercueil ouvert, mais il était incapable d'imaginer en elle aucun signe de décomposition. Au contraire, sa beauté vraiment supraterrestre éveillait en lui une frénésie nouvelle. Les yeux clos, il voyait le cercueil se transformer en lit nuptial. Marcolina y était étendue, souriante, les yeux étincelants, et de ses fines mains blanches, comme par bravade, elle déchirait l'étoffe blanche sur ses seins délicats. Mais quand, les bras tendus, il voulut se jeter sur elle, l'étreindre, la vision s'évanouit, on frappa à la porte. Il sursauta dans son demi-sommeil. Olivo était devant lui. Bon, cette lecture me permet de basculer dans mon deuxième développement. On a vu jusque-là donc Casanova plongé dans la crise, mais ce que raconte le livre de Schnitzler, c'est pas seulement la crise vécue par le séducteur, c'est la réponse qu'il va apporter à cette crise. Et on voit dans le texte qui vient d'être lu que ce séducteur donc est loin de tirer les conséquences qu'il pourrait tirer de l'état dans lequel il est. Il pourrait décider de changer, de s'adapter aux circonstances et de trouver donc une porte de sortie. On peut se résigner. Le passé, on ne peut pas le répéter, ou bien on peut décider de tenter d'aller vers la sagesse, vers l'ataraxie du sage, la sagesse qui consisterait à maîtriser ses passions. Or, on voit bien dans le passage qui vient d'être lu que l'image de Marcolina obsède
dont obsède Casanova, il ne peut se débarrasser. Et là, on voit à nouveau la proximité de Schnitzler avec Freud. Il est obsédé, il y a des tas de rêves dans le texte. Et donc, Casanova est obsédé par le rêve dans lequel Marcolina vient se greffer continuellement, et bien l'obséder continuellement. Donc, Casanova, c'est celui qui, soit par décision, parce qu'il ne veut pas céder à la vieillesse, soit parce qu'il en est incapable, l'ambiguïté est toujours présente, et on est là dans les flous des analyses psychologiques ouvertes par la psychanalyse. Casanova, donc, ne peut ou ne veut renoncer à la conquête donc, de Marcolina. On le voit dans une scène caractérisée, mettre son habit d'apparat, alors qu'il est pauvre, il n'a plus que 2 costumes élimés, très archaïques, mais il met ce costume d'apparat pour aller tenter de séduire donc Marcolina. Il décide de faire le choix de l'ardeur de vivre qu'admirait Mitterrand, Mitterrand malade, donc qui est saisi chez Casanova par cet appétit de l'instant, de l'appétit de vivre, le refus de la mort, etc. Et donc, c'est une scène très émouvante où on le voit donc s'habiller pour aller séduire donc Casanova, pour aller séduire Marcolina, refuser la loi implacable de la vieillesse qui accable donc l'humanité. Cette résistance de Casanova, ou cette impossibilité de résister à la séduction de Marcolina, on peut y voir 2 motivations. La première motivation tient dans le personnage de Marcolina elle-même, qui est l'obscur objet du désir par excellence, parce qu'elle est belle et parce qu'elle est savante, elle marie le corps, la jeunesse et l'esprit. Elle est objet extraordinaire de désir. Et puis, l'autre motivation, c'est la présence du rival. Il y a une théorie du désir célèbre, c'est la théorie du désir mimétique qu'a développée René Girard. René Girard qui explique que le désir, ça n'est pas une relation à 2 temps entre un sujet et un objet, c'est une relation à 3 temps. On désire ce qu'on voit désiré par un tiers. Et donc, à partir du moment où un tiers, en l'occurrence ici un jeune officier, Lorenzi, est apparu comme étant l'amant de Marcolina, la présence de ce rival, c'est une raison supplémentaire pour accroître la valeur de l'objet désiré par Casanova. Et donc, il y a là, soit un emportement irrationnel, soit une décision, puisqu'il y a un rival, il y a une motivation supplémentaire à tenter de séduire donc Marcolina. Et donc, dans cette relation au jeune couple formé par Marcolina et Lorenzi, Casanova se retrouve face à 2 images de la jeunesse. Et il va tenter d'affronter ces 2 images de la jeunesse, et il va échouer dans les 2 cas à le faire. D'abord, il va s'affronter au rival, Lorenzi. Ce rival, ce n'est pas seulement un rival. Casanova y voit son double. Donc c'est une analyse développée très subtilement par Schnitzler. Ce que voit en Lorenzi Casanova, c'est lui-même jeune. Lorenzi, c'est un jeune officier qui est solaire. C'est ce qu'était Casanova quand il était jeune, le physique qui était le sien lorsqu'il était jeune. Lors de la première rencontre avec lui, Schnitzler écrit « Une seconde seulement, Casanova se demanda qui lui rappelait Lorenzi. Soudain, il sut que c'était sa propre image, que c'était lui-même, avec 30 ans de moins, qu'il avait devant lui. » Donc, c'est une relation à un double. Et la relation au double, elle est à la fois faite
d'amour, puisqu'on se retrouve dans ce double, mais aussi de haine, puisque ce double, c'est en même temps, naturellement, son rival. Schnitzler écrit « Les deux hommes se mesurèrent d'un regard bref et froid, par lequel ils semblèrent se déclarer leur antipathie, puis ils s'inclinèrent en échangeant un vague sourire, sans se tendre la main, car pour cela, chacun d'eux aurait dû faire un pas vers l'autre. » Donc, amour et haine mêlés dans ses relations avec ce double qu'est Lorenzi. Ce double, il faut l'écraser, il faut l'emporter sur lui. Et c'est ce que va faire Casanova en imposant à ce double un rapport de force dans un contrat qui contraint ce double à lui vendre la femme aimée, entre guillemets. On ne sait trop quelles sont les relations exactes de Lorenzi avec Marcolina, puisque ce Lorenzi, en même temps qu'il a séduit Marcolina, est l'amant de la comtesse celle-ci. Et donc, bon, c'est un séducteur, comme Casanova. Et donc, Casanova va le réduire à vendre l'objet de son désir, Marcolina, par le marché qu'il lui impose. Et donc, le contrat imposé par Casanova à Lorenzi, c'est un contrat naturellement monstrueusement immoral, dans la mesure où il achète, il oblige Lorenzi à vendre donc cette femme qu'il aime ou qu'il a séduit, donc en le mettant en situation d'impossibilité de refuser. Lorenzi a des dettes de jeu et donc il a besoin d'argent. Casanova a gagné au jeu exactement la somme que doit Lorenzi et donc il lui pose donc ce contrat de se substituer à Lorenzi lors de la prochaine nuit d'amour avec Marcolina. Et donc Lorenzi ne peut pas refuser, dans la mesure où ne pas payer ses dettes pour un jeune officier, c'est se mettre en situation de déshonneur et peut-être même en situation de devoir se suicider par déshonneur, selon le code donc, de l'armée de l'époque. Et donc Lorenzi est contraint, totalement écrasé par ce contrat imposé donc par Casanova. Après cette nuit d'amour sur laquelle je vais revenir ensuite, Casanova sera réduit à éliminer Lorenzi. Lorenzi, qui a été placé dans ce rapport de force, est totalement humilié et écrasé par le contrat imposé par Casanova, se retrouve en situation de devoir réparer l'humiliation qui a été la sienne. Et quand Casanova sort de la nuit d'amour avec Marcolina, Lorenzi lui impose un duel d'honneur par lequel le jeune homme pense pouvoir réparer l'humiliation qui a été la sienne dans ce contrat qui lui a été imposé. Et donc on assiste à ce passage extraordinaire du duel de deux hommes nus. Ce duel, Casanova qui sort de la chambre de Marcolina avec seulement le manteau de Lorenzi, grâce auquel il est rentré chez Marcolina sur le dos, ne peut naturellement qu'enlever ce manteau pour se battre en duel. Donc il ne peut se battre en duel par nécessité que nu. Et Lorenzi, par souci d'égalité, dit-il, mais sans doute aussi par volonté d'humiliation de Casanova, se met lui aussi nu, avec cette opposition du corps nu jeune avec le corps âgé de Casanova. Donc il y a cette espèce de ballet de deux hommes nus, beaux comme des dieux, dit le texte, une espèce de chorégraphie qui se mène, qui est si belle que Casanova est porté à faire de ce rival un frère, à considérer ce rival non pas comme un adversaire, mais comme un frère, avec peut-être un attrait homosexuel sur lequel
on fait souvent impasse à propos du personnage de Casanova, mais qui est bien présent dans les mémoires de Casanova. Il y a des expériences homosexuelles dans le texte, et donc il y a un attrait à l'évidence homosexuel de Casanova pour ce personnage de Lorenzi. C'est pas seulement un frère, c'est aussi un objet de désir, naturellement, ce Lorenzi. C'est le moyen pour Casanova de s'approprier avec Lorenzi d'un autre objet de désir qu'avec Marcolina. Ce qu'il aime en eux, c'est leur jeunesse qu'il essaie de s'approprier dans les deux cas. Mais à nouveau, c'est l'échec. Il va connaître l'échec avec Marcolina. C'est le même échec avec Lorenzi, puisque Lorenzi reste absolument étranger à ce désir éprouvé envers lui par Casanova, et Casanova est obligé de le tuer. Il n'embrassera Lorenzi sur le front que lorsque Lorenzi a été tué en duel par lui et qu'il est allongé sur le sol. Et donc le texte dit qu'il l'embrasse sur le front alors qu'il est étendu donc sur le sol. On assiste donc à la mort de Lorenzi. C'est le vieux combat entre Achille et Ulysse. Lorenzi meurt comme Achille, c'est la belle mort, le jeune héros qui meurt jeune sur le champ de bataille. C'est ce que les Grecs appelaient la belle mort. Il ne vieillira jamais, c'est l'effet James Dean, il ne sera jamais vieux. Il meurt jeune sur le champ de bataille, c'est la gloire. Et puis à côté de ça, il y a Ulysse, Ulysse qui lui ne meurt pas, qui rentre à Ithaque, il est vieux, il va vivre vieux avec Pénélope. Donc est-ce qu'une vie longue vaut mieux, avec ses compromissions, avec sa forme de banalité et de compromis, qu'une mort jeune sur le champ de bataille dans la gloire, qui assure la gloire continuellement. C'est cette scène qui est réécrite ici par Schnitzler. Donc, incapacité de Casanova à saisir cette jeunesse, cette partie de lui-même, de sa jeunesse qu'il y a dans ce personnage de Lorenzi. Même chose pour Marcolina. Il voulait posséder Marcolina en pénétrant dans la chambre de Marcolina grâce au travestissement. Il a le manteau de Lorenzi sur les épaules, et donc il peut entrer dans la chambre et il va passer cette nuit d'amour avec Marcolina, qui, à son insu, fait l'amour avec Casanova au lieu de Lorenzi. Casanova éprouve à un moment le regret de n'avoir pas tenté de mener plus longtemps la séduction au lieu d'user de la ruse, mais la ruse n'implique chez lui aucun remords, aucun regret. La morale n'a rien à faire dans l'affaire, et là encore, Schnitzler est extrêmement fidèle aux mémoires de Casanova. Dans les mémoires de Casanova, Casanova dit de manière explicite que la ruse, la fourberie, fait partie de la stratégie de l'aventurier et du séducteur, que celui qui ne l'utilise pas est un sot, c'est-à-dire qu'il y a une amoralité du séducteur aventurier. La morale ne fait rien à l'affaire, seul le résultat, l'efficacité compte. Celui qui ne se sert pas de la force ou de la fourberie, c'est un sot. Et donc, c'est dans cette situation que se trouve Casanova lors de cette relation à Marcolina. Mais il s'attarde, après cette extase amoureuse avec Marcolina, il s'attarde et la lumière du matin marque l'irruption de la réalité, et donc Marcolina se réveille, voit dans la lumière
Casanova, et Casanova croit lire dans le regard de Casanova, le passage va vous être lu, sa condamnation, non pas sur le plan moral, Marcolina ne dit pas tu es un salaud, etc. Ce que lit, elle est silencieuse d'abord, elle ne dit rien, hein, enfermée en quelque sorte dans le traumatisme qui est le sien. Enfin, on ne sait rien de la réalité de ce que pense Marcolina, mais ce que lit Casanova dans son regard, c'est le dégoût du vieillard qu'il est, que la lumière de l'aube vient de révéler brutalement donc à ses yeux. Donc c'est sa propre obsession, hein, que Casanova lit dans le regard donc de Marcolina. Il s'agit dans ce passage donc d'un véritable viol, ce qu'on dit aujourd'hui que pendant longtemps on n'a pas dit, hein, que les séducteurs de la littérature du type Don Juan ou Casanova sont des violeurs. J'avais été très frappé par la déclaration d'un immense 18e, Michel Delon, qui avouait que pendant 40 ans, il avait enseigné les liaisons dangereuses sans jamais prononcer le terme de viol, parce qu'on ne disait pas que c'était des viols, on admirait ça, enfin c'était des hommes qui avaient séduit donc des femmes, peu importe les moyens, les victimes ne comptaient guère, et donc il s'agit donc dans ce texte de 1918 de mettre en valeur donc un véritable viol, donc au sens propre donc du terme. Pas une condamnation morale, mais condamnation donc du viol en tant qu'agression de la vieillesse contre la jeunesse, comme le dit le passage que Mélina va lire. Donc c'est la fin de la scène amoureuse donc entre le réveil après le viol de Marcolina. Par une étroite fente, entre le rideau et le bord de la fenêtre, pénétrait un rayon de l'aube. Marcolina, enveloppée de sa longue chemise de nuit blanche, qu'elle tenait des 2 mains fermées sur sa poitrine, debout au pied du lit, considérait Casanova d'un regard si plein d'une indicible horreur qu'il se réveilla aussitôt complètement. Malgré lui, dans un geste de supplication, il tendit les bras vers elle. Marcolina, pour toute réponse, fit de la main gauche un mouvement de défense, tout en serrant encore plus de la droite sa chemise sur sa gorge. Casanova se souleva à demi, en s'appuyant les 2 mains sur le lit, et la regarda fixement. Ils étaient aussi incapables, l'un que l'autre, de détourner leurs yeux. La fureur et la honte étaient dans ceux de l'homme. Dans ceux de la femme, c'était le dégoût et l'épouvante. Et Casanova savait comment elle le trouvait, car il se revoyait tel qu'il s'était contemplé lui-même dans le miroir de la tour. Un visage jaune, à l'air mauvais, aux rides profondes, aux lèvres minces et aux yeux perçants, et en outre triplement ravagé par les excès de cette nuit de débauche, par le rêve épuisant du matin et par la terrible révélation de ce réveil. Ce qu'il lisait dans le regard de Marcolina, ce n'était pas ce qu'il aurait 1000 fois mieux aimé y trouver. Voleurs, débauchés, scélérats. Il n'y lisait qu'un mot, qui l'écrasait de honte, bien plus que ne l'auraient fait tous les autres outrages. Il y lisait le mot, pour lui le plus redoutable de tous,
parce que c'était un arrêt définitif. Vieillard. Si en cet instant il avait eu la possibilité de se détruire par quelques tours de magie, il l'aurait fait. Uniquement pour ne pas avoir à sortir des couvertures, pour ne pas se montrer à Marcolina dans sa nudité, qui allait lui paraître plus abominable que la vue d'un animal répugnant. Heureusement, Marcolina se ressaisit peu à peu, et éprouvant sans doute le besoin de lui fournir au plus vite l'occasion de s'esquiver, se retourna vers le mur, et il mit ce moment à profit pour sauter à bas du lit, ramasser le manteau et s'envelopper dedans. Il se saisit aussi vivement de son épée, et alors, pensant bien avoir échappé à ce qu'il y avait de plus humiliant dans la situation, au ridicule, il se mit à réfléchir. Ne pourrait-il pas, grâce à quelques paroles adroites, et il n'était jamais embarrassé d'en trouver, présenter sous un autre jour, et même un jour favorable pour lui, cette situation si piteuse? Que Lorenzi l'eût vendu à Casanova, Marcolina ne pouvait, étant donné le cours qu'avaient suivi les événements, en avoir le moindre doute. Mais quel que dût être son ressentiment contre ce misérable, Casanova, le lâche voleur, devait lui paraître, il le sentait bien, 1000 fois plus haïssable. N'y aurait-il pas un meilleur moyen de se relever à ses yeux? S'il humiliait Marcolina par des paroles pleines d'allusions, d'une ironie lascive, mais cette velléité perfide s'évanouit à son tour devant un regard dont l'expression pleine d'horreur fit place peu à peu à une tristesse infinie. Comme si ce n'était pas seulement la dignité féminine de Marcolina que Casanova avait offensée. Comme si cette nuit un crime innommable, inexplicable, avait été commis par la ruse. Alors l'échec rencontré par Casanova avec ces deux figures de la jeunesse, Lorenzi d'un côté et Marcolina de l'autre, l'amène donc à fuir. Il est contraint de fuir et de rentrer à Venise. Ce que disait Casanova dans ses mémoires à propos de ce jour où il reçoit la note du Conseil des 10 de Venise qu'il est autorisé à rentrer à Venise, il dit ceci: « Ce fut le 14 septembre 1774, mon entrée à Venise, au bout de 19 ans, me fit jouir du plus beau moment de ma vie. » Eh bien, ce plus beau moment de ma vie, c'est ce que Schnitzler va s'acharner à détruire. Le retour à Venise de Casanova, qui est mon dernier point de développement, est totalement réduit à néant, totalement dégradé dans le récit de Schnitzler. Le retour de Casanova est d'abord dégradé par la fuite à laquelle Casanova est contraint. On a vu qu'il était marqué par la nostalgie et qu'il était désireux de rentrer à Venise après quasiment 20 ans d'absence de sa ville qu'il appelle la ville bien-aimée. Eh bien, cette nostalgie est remplacée par la nécessité. Il ne peut faire autrement, il est poussé par la fuite. Le fait d'avoir tué Lorenzi le met en danger d'être arrêté si le corps de Lorenzi est découvert, et il est contraint également donc par le viol qu'il vient d'effectuer de fuir également donc Marcolina. Donc la fuite dégrade donc la nostalgie et le désir de retour dans la patrie, dans la ville natale. Tout le passage est marqué également par le comique. Il veut fuir, mais il y a une fâcheuse qui ne veut pas le laisser fuir, c'est l'aubergiste. Et donc elle s'accroche à lui et il est obligé de s'en débarrasser en lui promettant le mariage. Et donc on voit Casanova, qui a horreur du mariage, contraint donc de lui promettre ce mariage. Et donc le rire se mêle
ou dramatique donc de la situation et contribue à le dégrader. Et puis le retour, le récit du voyage de retour, ces 2 jours et 2 nuits de voyage, le récit montre que Casanova est dans une espèce d'état d'entre-deux, un état d'entre-deux de la veille et du rêve. Il mettait dans la réalité 2 mois à rentrer, ce Casanova. Là, il rentre à toute vitesse, 2 jours, 2 nuits dans le récit de Schnitzler, et il ne se rend pas compte de ce qu'il fait dans la mesure où la réalité est comme brouillée, complètement enfermée dans un état de demi-conscience. Là aussi, on voit Schnitzler proche de l'évocation de ces moments de demi-sommeil, de rêve. Il est hanté par les rêves, il rêve encore de Marcolina, non pas parce qu'il éprouverait du remords, il n'y en a aucun de remords et de regret sur le plan moral, il rêve qu'il revient à Venise de manière triomphale avec Marcolina avant que ce rêve ne bascule en cauchemar et que Marcolina disparaisse totalement. Donc ce retour qui devait être triomphal est complètement miné par cet état donc de demi-sommeil dans lequel se trouve Casanova lors de ce temps donc du retour. Revoir la ville bien-aimée devait le mettre dans un état de bonheur absolu. Alors c'est vrai qu'il y a des éléments positifs dans cette arrivée de Casanova dans sa ville natale. Il retrouve par exemple des choses qui n'ont pas changé, il retrouve des repères, des choses qu'il reconnaît. Et donc lui qui est en pleine crise a des points d'appui, de repères qu'il retrouve dans sa ville natale. Par exemple, le coche d'eau de Mestre part toujours à 6 heures du matin, comme c'était le cas 20 ans avant. Ça n'a pas changé. L'horaire est resté le même. Il voit les femmes du peuple, avec leurs denrées, s'en aller au marché de Venise pour vendre donc ce qu'elles ont produit. C'était la même chose 20 ans avant. Il retrouve donc des habitudes communes aussi. On jette les pots de raisin par-dessus bord du bateau. Et donc, il retrouve des choses familières, des choses qui peuvent le rassurer. Il retrouve des souvenirs, il passe devant des maisons où il a gardé des souvenirs amoureux. Par exemple, il passe devant une église où Martine est allée à confesse, où il passe devant une maison où, par ses talents amoureux, il a rendu vie, je cite, à la pâle et mourante Agathe. Donc, il a des souvenirs de femmes qui sont liés aux maisons devant lesquelles donc il passe. Et puis surtout, il retrouve son protecteur, Bragadino, que Schnitzler fait vivre pour l'occasion de ce retour, alors que dans la réalité historique, il était mort. Bragadino, c'était le protecteur depuis qu'il était adolescent. Il avait adopté Casanova, il en avait fait un fils adoptif, et donc Casanova retrouve Bragadino, donc qui est sénateur et qui apparaît comme son protecteur. Il habite donc un palais, il va lui offrir un petit déjeuner succulent, et donc il y a là un abri, il y a là quelque chose de protecteur que retrouve Casanova avec ce personnage de Bragadino. Quand il est avec lui, il entend une voix de femme, de soprano, rentrer par la fenêtre, il entend les bruits des canaux de Venise, donc c'est toute une ville qui renaît donc autour de lui, donc ce sont des images extrêmement positives pour lui. Mais ce qui domine malgré tout, malgré ces points positifs, ce sont les images déceptives. Le Casanova, en arrivant à Mestre, est obligé de passer par des rues et des maisons sordides avant d'arriver vers les palais somptueux de Venise. Et il marche, dit le texte, comme un somnambule. Lui qui pensait arriver en triomphe à Venise, c'est une espèce de somnambule en marche donc vers Venise. Son dénuement financier l'oblige à loger dans une auberge
bien pire que celle qu'il a connue à Mantoue. Il trouva l'endroit plus délabré, c'est une auberge qu'il connaissait, et il la retrouve, il trouva l'endroit plus délabré, ou en tout cas plus négligé, qu'il n'en avait gardé le souvenir. Un garçon mal rasé, à l'air maussade, lui montra une pièce peu accueillante et qui donnait sur le mur sans fenêtre de la maison d'en face. Donc il se retrouve devant une fenêtre bouchée par le mur de la maison d'en face, pas d'issue de secours, pas d'horizon. La chambre est sordide. Le texte de Schnitzer se termine sur le retour de Casanova au terme de la journée passée à Venise, la première journée passée à Venise. Casanova rentre dans cette auberge absolument sordide. Il se dirigea vers sa sordide auberge par d'étroites ruelles, entre des murs sombres et en franchissant des passerelles sous lesquelles des canaux noirâtres coulaient vers les eaux éternelles. Donc ce sont des images d'enfer, c'est le fleuve du Styx, le fleuve des enfers, que voit Casanova en revenant dans cette chambre donc, de la sordide auberge. Et sur le plan politique, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que retrouve Casanova en rentrant à Venise ? Eh bien, il tombe sur Bragadino, qu'il a laissé depuis 20 ans. Il retrouve ce vieillard qui est toujours au pouvoir à Venise, qui fait toujours partie de la petite oligarchie au pouvoir à Venise. C'est un pouvoir tyrannique, arbitraire, c'est des vieux. Il fuyait la vieillesse, eh bien il retombe sur un très très vieux au pouvoir donc à Venise avec ce personnage de Bragadino. Il était terrorisé par la vieillesse, eh bien il retombe sur cette vieillesse présente donc à Venise. Et surtout le pire, c'est que Casanova, en revenant à Venise, renie la figure mythique qu'il a commencé à élaborer, qu'il a commencé à être quelque peu dans sa vie. Il se rend compte d'abord qu'il est oublié à peu près de tout le monde, sauf d'un musicien avec lequel il a joué quand il était jeune dans l'orchestre, et donc ce vieux musicien le reconnaît, mais en dehors de lui, quand il rencontre des jeunes, les jeunes révolutionnaires du café Quadri, ces jeunes ne savent pas qui il est. Ils ont vaguement entendu parler de l'évasion de la prison des Plombs, qui est restée célèbre, mais en dehors de ça, le nom de Casanova ne leur dit rien. Le mythe ou la légende Casanova est morte, et Casanova est obligé de recourir à la même récitation de son propre mythe qu'à Mantoue. À Mantoue, il récitait sa propre légende, eh bien il recommence là. Quand il est au café Quadri avec les jeunes révolutionnaires, eh bien, il raconte donc ce qu'il a été en mentant, en embellissant, en truquant les dates, de la même manière qu'il le faisait quand il était donc à Mantoue. Et surtout, ce qui montre la trahison de Casanova, c'est la mission qu'il doit accepter de prendre à Venise. Lui qui a été un esprit transgressif, subversif, qui a été exilé de Venise pour ça, eh bien il revient pour prendre la fonction d'espion du gouvernement inquisitorial de Venise. Pour rentrer, il a promis qu'il infiltrerait les jeunes révolutionnaires du café Quadri, qu'il les dénoncerait, et quand il voit ces jeunes ne pas le reconnaître, il éprouve même un désir pervers de les dénoncer pour les punir, ces sales genoux qui ne le reconnaissent pas. Ils vont voir, j'ai le pouvoir de les envoyer en prison. Donc c'est un personnage qui se renie et qui, avec une perversion abominable, prend plaisir à châtier la jeunesse, cette jeunesse qu'il n'est pas parvenu donc à s'approprier. Eh bien il va la châtier en permettant au pouvoir tyrannique de Venise d'enfermer donc cette jeunesse.
Alors il y a bien quelques passages, quelques phrases ambiguës dans lesquelles Casanova laisse entendre qu'il gardera ses distances vis-à-vis du pouvoir tyrannique, mais ce sont des phrases qui laissent le lecteur quelque peu dubitatif. On se demande s'il y croit véritablement, qu'il sera capable de mener double jeu, de garder une certaine distance dans l'exercice de sa fonction d'espion. Et donc, ce qui apparaît ici, c'est un effondrement du personnage de Casanova. La dernière phrase du texte est absolument terrible. On voit Casanova s'endormir après un long moment où il a été incapable de trouver le sommeil. Ce sommeil si longtemps désiré, profond et sans rêve, finit vers le point du jour par avoir pitié du vieil aventurier. Donc Casanova ne manifeste, lui, aucun remords de ce reniement de lui-même, et le narrateur ne le condamne pas moralement, comme vous le voyez, puisque cela se termine sur l'expression « avoir pitié du vieil aventurier ». Donc ça n'est même pas une condamnation morale de la part du narrateur. Il y a une espèce de pitié pour ce pauvre type qui est devenu cet espion, lui qui était subversif, qui a fait 15 mois de prison, qui s'est évadé de manière extraordinaire de la prison des Plombs. Le voilà devenu espion donc de Venise. Donc c'est un texte absolument terrible, donc où on voit ce personnage de Casanova ruiner donc sa propre image, incapable donc de faire face à cette vieillesse qui s'abat sur lui, de trouver la porte de sortie, la manière d'affronter cette jeunesse, et qui se renie totalement face donc à ce qu'il est incapable d'affronter. Dernière lecture, c'est la toute fin du texte de Schnitzler. Casanova était assez bien préparé à sa mission future quand il entra s'enfermer dans sa misérable auberge. Pour apaiser son âme troublée par tant d'événements, il y passa la journée à mettre de l'ordre dans ses papiers et à en brûler une partie. Et le soir, il fit son entrée au café Quadri, sur la place du marché, qui passait pour être le quartier général des révolutionnaires et des libres penseurs. Un vieux musicien le reconnut immédiatement. C'était l'ancien chef d'orchestre de ce théâtre, San Samuele, où, 30 ans plus tôt, Casanova jouait du violon. Par lui, il fut, de la façon la plus naturelle, présenté à une société de gens, jeunes pour la plupart, dont les noms lui étaient, après son entretien avec Bragadino, restés dans la mémoire comme ceux de personnages particulièrement suspects. Mais son nom à lui, par contre, ne produisait nullement sur eux l'effet qu'ils s'étaient cru en droit d'attendre. La plupart, évidemment, savaient uniquement que, jadis, il y avait bien longtemps, il avait été, pour quelques vagues motifs, et peut-être sans aucune raison, emprisonné sous les plombs, et qu'il s'en était évadé au prix de 1000 dangers. Sans doute, on n'ignorait pas l'existence de la brochure où il avait raconté sa fuite de façon si vivante, mais personne ne paraissait l'avoir lue avec l'attention qu'elle méritait. Casanova éprouvait un certain plaisir à songer qu'il ne dépendrait que de lui de fournir bientôt à chacun de ces jeunes gens l'occasion de se faire une opinion personnelle sur les conditions d'existence sous les plombs de Venise et sur les difficultés d'une évasion. Mais bien loin de laisser transparaître ou deviner une idée aussi perverse, il sut fort bien, là encore, jouer l'homme innocent et aimable. Et il amusa bientôt tout le groupe avec le récit de toutes sortes d'aventures qui lui étaient, soi-disant arrivées dans son dernier voyage de Rome à Venise. Ces histoires étaient d'ailleurs à peu près véritables, seulement elles remontaient en réalité à 15 ou 20 ans.
On l'écoutait encore avidement lorsque quelqu'un apporta, entre autres, la nouvelle qu'un officier de Mantoue avait été trouvé assassiné près de la propriété d'un ami à qui il allait rendre visite, et que les meurtriers lui avaient enlevé jusqu'à sa chemise. Des événements et attentats de ce genre n'étaient pas à cette époque extrêmement rares. Aussi, celui-là ne souleva-t-il pas dans ce milieu une émotion particulière? Et Casanova continua son récit interrompu, comme s'il ne se souciait pas de cette nouvelle plus que les autres. Et même, délivré d'une inquiétude qu'il ne s'avouait pas franchement lui-même, il ne s'en montra que davantage plein de verve et de hardiesse. Il était plus de minuit quand, après avoir brièvement pris congé de ses nouvelles connaissances, il traversa seul la vaste place déserte sur laquelle pesait un ciel lumineux et sans étoiles. Guidé par une sorte d'instinct, comme un somnambule, et sans avoir bien conscience qu'il refaisait ce chemin pour la première fois depuis un quart de siècle, il se dirigea vers sa sordide auberge, par d'étroites ruelles, entre les murs sombres, et en franchissant des passerelles sous lesquelles des canaux noirâtres coulaient vers les eaux éternelles. Il dut frapper plusieurs fois pour se faire ouvrir la porte peu hospitalière. Quelques minutes après, dans sa chambre, une fatigue douloureuse engourdissait tous ses membres sans les détendre. Il sentait un arrière-goût amer monter du plus profond de son être jusqu'à ses lèvres. Enfin, encore à moitié habillé, il se jeta sur son mauvais lit pour y chercher, après 25 années d'exil, le premier sommeil dans sa ville natale. Ce sommeil si longtemps désiré, qui, profond et sans rêve, finit vers le point du jour par avoir pitié du vieil aventurier. Alors cette mise en question de l'image de l'aventurier séducteur devient beaucoup plus terrible avec Fellini. Donc j'en termine avec le film Le Casanova de Fellini, donc film sorti en Italie en 1976 et l'année suivante en France avec Donald Sutherland dans le rôle de Casanova. Le tournage avait duré 3 ans et s'est passé dans des conditions absolument chaotiques, comme d'habitude avec Fellini. Fellini détestait le personnage de Casanova, pour lequel il éprouvait un dégoût profond, dégoût à la fois pour l'homme et le mode de vie de l'homme, Casanova, dégoût également pour les mémoires de Casanova, ses écrits. Pour Fellini, Casanova, c'est l'incarnation du séducteur italien et du mal en général, du mal dominateur en général. Les mémoires de Casanova, ça n'est qu'un bottin de scènes sexuelles qui le dégoûtent absolument. Fellini n'a cessé d'exprimer sa fureur contre le personnage de Casanova, mais comment peut-on vivre avec un con pareil, disait-il, ou encore, dans les mémoires, il n'y a rien que de la poussière qui nous tombe dessus, il n'y a pas la nature, les animaux, les enfants, les arbres, un adjectif, la description d'un moment de la journée. J'avançais dans l'immense océan en papier des mémoires, dans cette liste aride de faits entassés avec une rigueur tatillonne, méticuleuse, irritable, plutôt franche, et l'ennui, l'étrangeté, le dégoût étaient les seules variantes de mon état d'âme déprimé et découragé. C'est le refus, cette nausée
qui m'a suggéré le sens du film. Lire cet annuaire téléphonique, ce bottin des événements, cet océan de pages arides, écrites sans passion, et qui met en évidence une rigueur de statisticien pédant, méticuleux, pas même menteur, ne m'a procuré que gêne, dégoût, indifférence. Un personnage bruyant, agaçant, vulgaire, un courtisan qui s'appelait Casanova, qui a la bêtise, la suffisance et la superbe de l'armée et de l'Église. Un portrait funèbre d'un jouisseur immature qui associe sexe et mécanique. C'est un Pinocchio qui ne devient jamais un homme. Donc la thèse de Fellini, c'était que Casanova, c'était le courtisan, le mâle italien, prisonnier de l'image de sa mère, qu'il poursuivait à travers toutes les femmes, ce qui l'empêchait de jamais devenir un homme, de jamais devenir mature, et donc c'est une véritable destruction donc de cette figure mythique de Casanova. À quoi ça donne donc le texte? Alors je vous montre la dernière séquence du film, intitulée « La déchéance ». C'est la séquence qui évoque la vieillesse de Casanova au château de Dux en Bohême, où il a le rôle donc de bibliothécaire chez le comte Waldstein, et il est en but donc à l'humiliation. Il est en but à l'humiliation des serviteurs du comte Waldstein et de tous les habitants du petit bourg donc de Dux. Et donc je trouve cette séquence absolument terrible et géniale, vraiment une destruction totale du mythe donc du séducteur. Le séducteur n'est qu'un marathonien du sexe. Les séductions de Casanova pour Fellini, ça n'est que de la gymnastique, c'est de la pure mécanique sexuelle, ça n'a aucun intérêt. L'aventurier se retrouve prisonnier de ce château où il est humilié par tout le monde et où il n'a plus aucune part de liberté. Et l'écrivain que prétend être Casanova, Fellini ne le représente même pas en train d'écrire ses mémoires lors de cette vieillesse, alors que chez Casanova, écrire ses mémoires, c'est la manière de donner un sens à sa vie et à sa vieillesse, dans la mesure où en réécrivant sa vie, il la revit et reprend plaisir à vivre ce qu'il a vécu précédemment. Eh bien, Fellini lui retire également ça, ce qui fait de cette fin donc quelque chose de terrible. On voit au début de cette dernière séquence la dernière relation féminine de Casanova qui se fait avec une poupée mécanique qui porte le doux nom de Rosalba et que l'on voit donc Casanova quitter au tout début de cette séquence, et puis après un noir, on entre donc dans la séquence donc qui évoque la vieillesse de Casanova donc à Dux, et vous allez voir que ça se termine de manière terrible par une danse de figurines de céramique. Casanova finit par ressembler à une figure de céramique, il est totalement déshumanisé et il danse avec cette poupée mécanique qui tourne avec lui dans cette danse. Donc c'est sur cette image que se termine le film. Voilà, donc fin de ce mythe du séducteur. S'il subsiste aujourd'hui encore, bon, ça n'est plus en tant qu'aventurier et séducteur, mais en tant qu'écrivain. Il y a actuellement une floraison de colloques, d'écrits critiques sur les mémoires, en particulier de Casanova, qui est reconnu aujourd'hui non seulement, comme le dit le texte, comme un grand écrivain italien, parce qu'il a écrit en italien nombre de ses textes, mais les mémoires sont écrits en français, et aujourd'hui on considère que c'est un des grands écrivains français pour ses mémoires. Ça a été au programme de l'agrégation de lettres il y a 2 ou 3 ans, ces mémoires, enfin une partie des mémoires, parce que ça fait 3500 pages, donc une partie a été au programme de l'agrégation de
de l'être. Donc c'est en cela que finalement une petite partie du désir de Casanova subsiste. Il est passé à la postérité en tant qu'écrivain, comme il le souhaitait tant, constamment dans ses mémoires. Voilà, je vous remercie pour votre attention.